Maintenant, on va voir une autre approche, une troisième approche pour faire de la classification, qu'on va appeler approche probabiliste générative. Euh, donc là, contrairement peut-être aux deux autres approches qu'on avait avant, on va vraiment prendre une approche probabiliste. On va faire des hypothèses sur comment est-ce qu'on pense que les données ont été générées à partir de notre modèle. Puis faire de l'apprentissage, ça va être un peu comme avant, chercher les paramètres du modèle qui va maximiser finalement la vraisemblance des données d'entraînement, qui va être telle que la probabilité que ces données-là aient été générées de ce modèle-là soit la plus grande possible. Okay. En fait, dans ce cas-ci, il va y avoir deux options différentes. Il y a l'approche qu'on va dire générative. Dans l'approche générative, le modèle qu'on va définir, c'est un modèle qui assigne des probabilités à voir x en même temps que t pour une valeur de x et de t donnée. Donc, ça va donner une histoire générative de comment est-ce qu'on pense que les paires x, t ont été générées. Puis, on va voir ensuite une approche discriminante qui, à la place, ne va pas tenter d'expliquer comment est-ce que les x ont été générés. En fait, seulement comment est-ce que t a été généré à partir de x va être expliqué, va être modélisé par notre modèle. Donc, pour débuter, on va commencer avec l'approche générative. Donc, on va se concentrer sur le cas binaire. Puis, voici essentiellement comment est-ce qu'on va supposer que nos données ont été générées. Donc, on va supposer, en fait, notre jeu de données, on a itéré pour n est égal à 1 jusqu'à nombre de données qu'on veut générer. La première chose qu'on fait, c'est qu'on décide, OK, est-ce que je génère une donnée de la classe 1, C1, ou de la classe 2, C2. Puis, je vais avoir un paramètre qui contrôle la probabilité que je génère de la classe 1 ou de la classe 2. La probabilité de générer de la classe 1, P de C1, ça va être Pi. Donc, P de C1, dans ce cas-ci, vu que nous, les cibles, on va encoder l'information sur la classe en disant que ça va être T est égal à 1, c'est de la classe C1, puis T est égal à 0, c'est la classe C2. Donc, P de C1, c'est la même chose finalement que P de Tn est égal à 1. C'est exactement la même chose, okay, parce que les deux sont équivalents. Donc, on va commencer par finalement tirer à pile ou face avec, avec une probabilité pi de tomber sur le côté C1, puis 1 moins pi tomber sur le côté C2. Okay. Puis là, une fois qu'on a choisi la classe, si la classe correspondait à Tn est égal à 1, donc la classe, c'est la classe C1, je vais supposer que mon entrée associée x, ou xn, donc la nème entrée que je vais générer, elle va être générée d'une gaussienne multidimensionnelle avec une moyenne mu1, puis une matrice de covariance sigma, okay, qui a été choisie comme ça. Okay? Puis l'apprentissage, ça va correspondre à trouver finalement mu1 puis sigma, puis tous les autres paramètres de mon modèle. Donc, je vais supposer que si j'avais choisi de générer de la classe C1, je vais générer d'une gaussienne multidimensionnelle avec une moyenne mu1 puis une matrice de covariance sigma. Puis si, à l'inverse, j'ai plutôt choisi de générer de C2, donc Tn est égal à 0, je vais supposer que x a été généré, encore une fois, d'une gaussienne, mais cette fois-ci, avoir une moyenne différente, qui va être mu2, donc un vecteur différent de paramètres. Mais ça va être la même matrice de covariance, sigma. Donc là, on va simplifier les choses, on va utiliser toujours la même matrice de covariance. Et donc, j'itère ce processus-là pour n égale 1, je choisis ce que je génère de la classe C1 ou la classe C2. Puis, si j'ai généré de la classe C1, je génère d'une gaussienne multidimensionnelle avec cette moyenne-là, puis sinon avec cette moyenne-là. Okay? Puis, j'itère comme ça. C'est ce que mon modèle va supposer comme étant le processus générateur qui a donné mes données, qui a généré mes données. Donc, ça veut dire que je suppose finalement que mes données, peut-être pour la classe C1, si je regardais la fonction de densité ou si je regardais finalement l'histogramme, ça aurait l'air d'une espèce d'ellipsoïde avec une certaine orientation, si j'étais en deux dimensions. Ça serait peut-être la classe C1, donc ça serait la position ici au centre, ça serait mu1. Puis j'aurais un autre endroit autour de mu2 où j'aurais encore une fois une ellipsoïde qui aurait la même forme parce que c'est la même matrice de covariance. Puis en plein centre, ça serait le vecteur mu2. Okay. Puis dans le fond, c'est le processus. Je vais supposer que mes données ont l'air de ça. Okay. Puis là, étant donné ça, je vais essayer de trouver c'est quoi les paramètres qui fait que finalement, je vais assigner la plus grande probabilité à mes données. OK. Donc, si je fais cette supposition-là, ça veut dire que la probabilité de mes données, puis là, ici, j'utilise la notation du livre, là, où c'est P de T seulement, mais en fait, ça aurait été plus approprié de mettre P de T et X, parce qu'on évalue la probabilité pas juste des cibles, mais aussi des entrées. Donc, premièrement, on fait l'hypothèse IID, c'est-à-dire l'hypothèse que les données ont été générées indépendamment
de notre modèle. Donc, je vais faire le produit de la probabilité de chacune de mes paires xn, tn. Puis là, ben, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si tn est égal à 1, okay, ben là, on va regarder la formule ici. Si tn est égal à 1, genre 1 moins 1 ici, donc genre 0. Donc, je vais avoir finalement ce terme-là ici à la 0, fait que c'est comme s'il n'était pas là. Okay? Donc, si tn est égal à 1, ben, la probabilité d'avoir observé quelque chose de la classe 1 associé à une cible xn, ça va être le produit que j'ai généré de la classe 1 fois la fonction de densité pour ce xn-là, mais que j'ai évalué autour de la moyenne mu1, la moyenne de la classe C1. Puis à l'inverse, si ce que j'observe, c'est plutôt Tn est égal à 0, ça veut dire, ça correspond à la classe C2, bien, ça veut dire que ce terme-là ici, je vais avoir quelque chose à la 0, donc ça c'est égal à 1, c'est comme si ce terme-là n'était pas là. Puis là, je vais avoir, bien, la probabilité que j'ai généré de la classe C2 dans mon modèle, c'est 1 moins pi. Puis fois, encore une fois, la fonction de densité de ma gaussienne, mais là, elle va être centrée en mu2. Donc, une autre moyenne. Je compare avec une autre moyenne. Okay. Donc, finalement, ça, c'est une façon plus compacte d'écrire la probabilité de chacun. Ça ici, c'est comme un si ou sinon, finalement. Okay. Donc, c'est une façon un peu fancy d'écrire l'équation de façon compacte. Donc, entraîner mon modèle, entraîner mon classifieur, ça va être trouver la valeur de ces paramètres-là ici. Donc, pi, c'est un scalaire, mu1, c'est un vecteur, mu2, c'est un autre vecteur, puis sigma, c'est une matrice de covariance. Trouver la valeur de ces paramètres-là, telle que je vais maximiser la log vraisemblance de mes données d'entraînement. Et là, à ce moment-là, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va regarder, en fait, la log vraisemblance, c'est la même chose que maximiser la vraisemblance, mais la log vraisemblance est plus facile à utiliser. Puis, je calculerai les dérivés, puis je les annulerai, puis j'essaierai de résoudre. Okay? C'est la même procédure qu'on a vue avant que lorsqu'on maximisait la log vraisemblance. Donc, on va voir les solutions, en fait. Donc, si je faisais le cas pour pi, le scalaire pi qui correspond à la probabilité que j'ai généré la classe 1, donc, je prends le logarithme de la probabilité, fait que ça veut dire que je prendrais log de toute cette expression-là ici. Log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, en fait, finalement, ça serait plutôt la somme du log de ce qui se trouve ici. OK? Là, si on regarde, là, j'aurais le log de ce terme-là fois ce terme-là. Le log d'un produit, c'est encore une fois la somme des logs. Donc, j'aurais finalement log de pi de ma gaussienne avec, puis ici, j'ai l'exposant ici que je peux placer en avant, parce que le log de quelque chose à la x, c'est x fois le log. Et plus 1 moins tn du log de pi fois la gaussienne qu'il y a ici, la fonction de densité de la gaussienne. Finalement, j'ai le log d'un produit ici, fait que je pourrais écrire ça à la place comme étant la somme de ces deux logs-là. Puis finalement, on va remarquer que cette partie-là ici de mon équation, elle ne dépend pas de pi. Okay? Donc, peu importe la valeur que je choisis pour pi, la fonction de densité de ma gaussienne, elle ne change pas. Ce fait qu'à la fin, les seuls termes qui dépendent de pi, ça va être ceux-là ici. Genre juste la somme sur n de tn fois le log de pi plus 1 moins tn fois le log de 1 moins pi. Okay? Donc finalement, tout ce que j'ai à faire pour trouver la solution pour pi, c'est de maximiser juste ça ici. Donc j'annule les dérivés, puis je résous pour trouver le pi qui satisfait que les dérivés soient à 0. Puis si on fait ça, en fait, on va trouver une solution qui est intuitivement qui a plein de sens. Ça va être quoi mon pi? Ben, ça va être le nombre d'éléments qui appartiennent à la classe 1 sur le nombre total. OK? Donc, dans le fond, si j'observe que 20% de mes entrées appartiennent à la classe C1, ben, je vais m'arranger pour que mon modèle, selon mon modèle, la probabilité que j'observe quelque chose de la classe C1, ce soit 20%. Okay? Donc, ça a plein de sens. Maintenant, on pourrait le faire, on fait la même chose, mais pour le vecteur mu1. On prend le logarithme, puis on garde juste les termes qui dépendent uniquement de mu1. Si on fait ce travail-là, bien là, à ce moment-ci, ce qu'on a, donc on remarque entre autres que toute cette partie-là ici, en fait, elle dépend seulement de mu2, elle ne dépend pas de mu1. Quand je vais avoir le log, finalement, donc
quand je vais avoir le log ici, ce terme-là, il n'est pas important, je peux l'ignorer. Puis, même chose ici, ce terme-là, quand je vais faire le log, ça va se réduire à un log de pi plus un log de ma gaussienne. Puis les deux vont être multipliés en avant par Tn. Et ben, ce terme-là ici, lui, il ne dépend pas de mu1. Fait que je vais pouvoir l'ignorer. Donc à la fin, tout ce qui va me rester, c'est la somme des Tn fois le log de la fonction de densité de ma gaussienne qui, elle, dépend de mon vecteur mu1 que je cherche. Okay. Puis là, si on fait le log de la gaussienne, on peut montrer que finalement, tout ce qui reste, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle dans ma gaussienne, qui est ce terme-là ici, plus, encore une fois, la constante. La constante ici, c'est le log de la constante de normalisation là, de la gaussienne, qui, elle, ne dépend pas de mu1. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on peut démontrer. Et si j'essaie de maximiser ça en alignant les dérivés puis en résolvant le système d'équations, ce que j'obtiens, c'est encore une fois quelque chose qui a plein de sens. Ben, mu1, donc le centre de la gaussienne qui est supposé représenter toutes mes entrées de la classe 1, ben, ça va être juste la moyenne des entrées qui appartiennent à la classe 1. Okay? C'est ça que ça représente ici. Donc, j'ai 1 sur N1. Okay? Donc, je normalise par le nombre d'éléments dans ma classe 1. Puis, je fais la somme de xn multiplié par tn. Donc, on voit que tn, ça va être égal à 1 si mon entrée appartient à x1, à c1, pardon. Puis, ça va être tn va être égal à 0 autrement, si ça appartient à c2. Donc, les seuls termes ici qui vont être non nuls, ça va être les termes qui ça va être les termes associés à une entrée qui appartient à la classe C1. Okay? Donc, finalement, ce terme-là, c'est juste la moyenne de toutes les entrées qui appartiennent à la classe C1. Puis, si on faisait la même procédure, mais pour mu2, ça serait exactement la même chose. Okay? Ce qu'on obtiendrait, c'est qu'en fait, finalement, je vais faire la moyenne pour mu2, mais pour tout ce qui appartient à la classe C2 à la place. Donc, je vais diviser par le nombre d'éléments dans la classe C2. Puis, je fais la somme de tous les termes tels que Tn est égal à 0. Si Tn est égal à 1, genre 1 moins 1, fait que genre 0 fois l'entrée qui appartient à la classe C1. Donc, ceux-là vont être ignorés. Les seuls ici qui vont apparaître dans la somme, finalement, ça va être ceux qui appartiennent à la classe C2. OK, donc ce que je fais ici, c'est que je calcule la moyenne sur ma classe C1, je calcule la moyenne sur ma classe C2, puis ça va me donner mu1 et mu2, tout simplement. Puis finalement, pour ce qui est de faire la démonstration pour la matrice de covariance, c'est un peu plus compliqué. Je vais juste vous montrer finalement la solution. Donc, pour l'obtenir, mon estimation de la matrice de covariance, bien, ce que je vais faire, je vais calculer la matrice de covariance empirique pour chacune des classes. Okay? Donc, S1, c'est la matrice de covariance empirique, c'est-à-dire je fais la moyenne du produit croisé entre xn moins la moyenne. Okay? Donc, on se rappelle que la matrice de covariance, c'est l'espérance de x moins son espérance fois x moins son espérance transpose. Ça, c'est la définition de la matrice de covariance. Okay? Donc, la version empirique de ça, c'est que je remplace ça par une estimation empirique. Je remplace cette espérance-là par une estimation dans mes données. Puis cette espérance-là aussi par une moyenne sur mes données. Donc on voit, je fais une moyenne ici sur mes données pour la première espérance qu'il y a là. Puis mu1, c'était la moyenne dans mes données. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de covariance empirique. Donc je le fais pour la classe C1. On voit ici, je fais juste une somme sur les éléments qui appartiennent à la classe C1. Puis S2, c'est la même chose, mais je fais juste ma somme ou ma moyenne sur les éléments de la classe C2. Puis pour obtenir mon sigma, donc ça me donne la matrice de covariance pour mes données de ma classe C1, ça pour mes données de la classe C2. Mais j'ai supposé que j'avais la même matrice de covariance pour les classes, pour les éléments de la classe C1 et de la classe C2. Fait que pour obtenir une matrice de covariance globale, je vais faire une moyenne pondérée entre S1 et S2, entre mes deux matrices de covariance. La pondération, ben, elle va être basée sur combien de points dans toutes mes données appartiennent à la classe C1, puis combien de points appartiennent à la classe C2. Donc, en fait, on voit que ça ici, c'est finalement notre estimation de pi, puis ça, c'est notre estimation de 1 moins pi, finalement. Okay. Parce que n, c'est n1 plus n2. C'est la même formule. Donc, maintenant qu'on a estimé nos paramètres, là, on doit faire une classification. Je vous présente une entrée x, puis là, nous,
à partir de ça, il faut commencer à dire, OK, ben, quelle classe je pense est-ce que cette entrée-là appartient lorsque je fais une prédiction sur des nouvelles données. Donc, la chose naturelle à faire, c'est de dire, ben, moi, j'ai un modèle probabiliste, et à partir de ça, ben, je pourrais utiliser la règle de Bayes pour obtenir, c'est quoi, selon mon modèle, la probabilité que X appartienne à la classe C1, étant donné que j'ai un X spécifique pour lequel je veux savoir à quelle classe il appartient. Donc, on se rappelle que la règle de Bayes, ça prend une distribution a priori sur une variable aléatoire, puis une distribution conditionnelle sur qu'est-ce qui est observé. Puis ça nous permet de convertir ça en une distribution conditionnelle dans l'autre sens. Donc, j'ai une conditionnelle de x étant donné C1. Puis la règle de Bayes me permet de convertir ça en une distribution de C1 étant donné x à la place. Okay. Donc, il faudrait que je calcule cette expression-là. Ça me donnait c'est quoi la probabilité que x appartient à C1. Puis là, une règle de décision, ça serait de dire, ben, si c'est plus vraisemblable que ça appartient à la classe C1, c'est-à-dire que la probabilité est plus grande que 0,5. Donc, dans ce cas-ci, il y a deux choix possibles, soit c'est C1, soit c'est C2. Fait que si la probabilité que C1 est plus grande que 0,5, ça veut dire que c'est sûr qu'elle est plus grande que la probabilité que ça appartienne à C2. Donc, si la probabilité que C1 est plus grande que 0,5, je vais classifier cette entrée-là dans la classe C1, sinon ça va être dans la classe C2. Puis ça va être ça mon classifieur. Là, maintenant qu'on a vu tout ça, ça n'a pas l'air de ressembler à le classifieur linéaire qu'on avait vu, qui était du style, et ça calcule un y de x qui va être w transpose fois mon entrée plus un biais. Puis là, après ça, ce que je vais faire, je vais regarder si c'est plus grand que 0, puis c'est comme ça ma classification. Mais on va voir dans les prochaines diapositives qu'on peut convertir sous cette forme-là. Donc, la première observation qu'on va faire, c'est qu'en fait, la probabilité de C1 sachant x, on va pouvoir l'écrire sur une forme un peu différente, qui va être 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins a, qui est en fait la fonction sigmoïde, ou vous avez peut-être déjà vu avant la fonction logistique. Okay. Cette fonction-là, en fait, elle prend une entrée qui peut être entre moins l'infini et plus l'infini. Donc le a ici peut varier de moins l'infini à plus l'infini. Puis, ça va écraser l'entrée entre 0 et 1. Okay. Donc, si a est égal à 0, ça retournait 0,5. Puis sinon, ben, plus l'entrée est grande, plus je vais m'approcher de 1. Plus l'entrée est petite, plus je vais m'approcher de 0. Plus tend vers moins l'infini. Okay. Et en fait, on peut démontrer que P de C1 étant donné x, je peux l'écrire sous cette forme-là, où A, c'est ce terme-là ici. C'est le log ratio de la probabilité que j'observe x qui appartient à C1 ou que j'observe x qui appartient à C2. Okay. Alors ça, en fait, c'est pas très difficile à démontrer. Donc, moi, ce que je veux faire pour le démontrer, c'est que je vais arriver à cette formule-là ici. Okay. Puis, pour simplifier ça, je vais appeler ça x. Je vais appeler ça x aussi, c'est la même chose. Puis, ce terme-là ici, je vais l'appeler y. Okay. Donc, je veux revenir à une forme x sur x plus y. Okay. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que c'est x, ça c'est y. Fait que, premièrement, moins a, ça veut dire que ce serait moins le log de x sur y. Donc, j'ai un moins ici, je pourrais l'amener ici à la place, à la moins 1, comme ça. Okay? Parce que si je le produis devant un log, je peux l'amener comme étant l'exposant de l'argument du log. Puis si je fais ça, c'est la même chose que log de y sur x. Okay? Donc, moins a, c'est log de y sur x. Je remplace moins a par y sur x. Log de y sur x. Là, ici, je vois que j'ai l'exponentielle devant le log. Fait que ces deux-là vont se canceller ensemble. Donc, finalement, ici, j'ai y sur x. Donc, j'ai 1 sur 1 plus y sur x. Puis là, ce que je peux faire, c'est multiplier par x ici, par x ici, puis par x ici. Les deux x vont partir. Fait que j'ai bel et bien x sur x plus y. Okay? Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste une autre façon de l'écrire. Donc, on a vu que P de C1 étant donné x, c'est la même chose que faire la sigmoïde de A, où A est égal au log de P de x, sachant C1 fois P de C1 sur P de x, sachant C2 fois P de C2. Okay? Mais maintenant, en fait, ce qu'on peut démontrer, puis ça, je ne ferai pas la démonstration ici, c'est que
ce A-là, qui correspond à ça, je peux l'écrire finalement sous cette forme linéaire-là. C'est-à-dire que je peux l'écrire sous la forme où tu as X qui multiplie une certaine valeur de W, d'un vecteur W, plus W0 qui serait un scalaire qui serait mon biais. Puis la valeur que prend W, on peut démontrer que c'est juste ça. C'est la différence entre la moyenne des éléments de la classe 1 moins la moyenne des éléments de la classe 2, multiplié par l'inverse de ma matrice de covariance. Puis le biais ici, ça correspond à cette expression-là ici. C'est dans cette expression-là qu'on a ici, là, ça c'est pi, puis ça c'est 1 moins pi. Okay, mais les termes ici, c'est quoi? C'est ma moyenne multipliée à gauche et à droite de ma matrice de covariance inversée pour la classe 1, pour la classe 2, puis plus ce log ratio-là entre pi sur 1 moins pi. Okay. Une chose qu'on peut remarquer ici, c'est que ça, en fait, ça ressemble beaucoup à l'analyse discriminante linéaire. L'analyse discriminante linéaire, on avait quelque chose comme S-1, où ça, c'était une matrice de covariance intraclasse, puis on multipliait par la moyenne que j'avais appelée M1 pour la classe 1, moins la moyenne pour la classe 2. Okay, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Fait que finalement, on obtient une forme qui ressemble un peu à l'analyse discriminante linéaire, c'est juste que l'estimation des paramètres est faite différemment. Okay? À la place, on a sigma moins 1, qui n'est pas exactement la même chose que la variance intraclasse, si vous retournez voir les formules. Okay. Mais donc, tout ça pour dire que on a une façon de calculer pi, mu1, mu2, puis sigma. Une fois qu'on les a, on est capable de calculer à partir de ça, c'est quoi le W puis le W0, mon vecteur de poids puis mon biais. Puis là, à partir de ça, je peux avoir mon classifieur sur cette forme-là. Puis, parce que la sigmoïde de 0, c'est 0,5, donc la fonction qu'on avait vue qui avait cette forme-là ici, je vous avais dit qu'en 0, on arrivait exactement à 0,5. La règle qui dit que si ma probabilité est plus grande ou égale de 0,5, je mets dans la classe C1, c'est la même chose que dire que si mon argument de la sigmoïde, qui est W transpose fois X plus le biais, est plus grand ou égal à 0, je vais classer dans la classe C1. Okay, donc finalement, je suis revenu à exactement la même forme de la fonction discriminante. Une fois que j'ai calculé W puis W0, je fais exactement la même chose que je faisais avant au niveau de faire une prédiction dans quelle classe appartient une entrée. Je calcule ça, puis je compare avec un seuil qui est à 0. Puis rapidement, ça, on peut le généraliser au cas avec plusieurs classes plutôt que seulement 2 classes. En fait, c'est pas très difficile. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on fait, c'est que si on a 5 classes, la probabilité que ça appartienne aux différentes classes, ça va être encore une fois le nombre d'éléments dans cette classe-là divisé par le nombre d'éléments total. Chacune des moyennes, on les calcule en faisant des moyennes séparées pour chacune des classes. On a une matrice de covariance qui ressemble un peu à, comme on a vu, une espèce de moyenne des matrices de covariance aussi. Okay. Puis, on a fait quand même une supposition qui est assez simplifiée, à savoir qu'on suppose que nos données ont été générées d'une gaussienne. Fait que ça veut dire qu'on pense que nos données, si on faisait un histogramme, ça aurait l'air d'une espèce d'ellipsoïde avec une certaine orientation. Donc, ça ne pourrait pas avoir l'air, par exemple, de données qui auraient une forme comme ça, par exemple. Okay. Donc ça, c'est une supposition qui est quand même assez forte et qui ne sera souvent pas satisfaite. Pour d'autres types de données, par exemple, si on a des observations où ce n'est pas des valeurs réelles, mais c'est des binaires. Par exemple, c'est 0 ou 1. Chaque entrée est 0 ou 1. Clairement, ça ne va pas suivre une distribution gaussienne qui, elle, peut prendre des valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Mais on peut quand même faire une adaptation donc trouver des nouveaux modèles d'observation qui vont être adaptés pour ces données-là. Ça, j'en parlerai pas, mais c'est discuté là, dans les sections 4.2.3 puis 4.2.4.